Les questions qui ont été posées rapidement, c'est qu'est-ce que nous savons des causes profondes des incendies de cet été? Donc, qui sont les incendiaires? Quelle est la part de responsabilité des pratiques sylvicoles? Pourquoi nos services, l'ONF, mais aussi les services d'incendie, sont-ils si démunis? Comment réorienter les politiques publiques sur le sujet? Et quelles propositions doit porter la NUPES et ses élus? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer en particulier, si vous voulez traiter... Allez. Je me propose de commencer parce que je pense qu'autour de la table, je suis le moins spécialisé sur le sujet de la forêt. Par contre, j'ai vécu d'assez près les incendies de l'Andiras, puisque j'y habite pas très loin. Et je pense que ça fera une introduction à tout ce sujet. Le point de départ de toutes les questions qu'on se pose, c'est ces incendies qui ont touché la Gironde pendant cet été. Pour rappel, c'est quasiment 30 000 hectares qui ont brûlé durant cet été, enfin à partir du 12 juillet jusqu'à très récemment, courant septembre. 30 000 hectares qui ont brûlé à la fois à l'Andiras, qui ont brûlé dans la forêt usagère de la Teste, et aussi ici dans le Médoc, à Vindaïs et à Somos. Bon, la question qui sont les incendiaires, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse, mais par contre, comment on en est arrivé là, c'est l'une des questions qui s'est posée parmi l'ensemble des bénévoles qui ont agi pour apporter leur soutien soit aux pompiers, soit aux populations qui étaient touchées par ces incendies. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un phénomène avec une telle ampleur? Et l'une des premières choses qu'on a observées et qui nous a vraiment interpellés, c'est le manque de réactivité de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, les moyens aériens sont arrivés assez tardivement par rapport au début de l'incendie. Pour rappel, l'incendie à l'Andiras a commencé le mardi 12 juillet. Les premiers moyens aériens sont arrivés le mercredi 13 juillet, quasiment 24 heures après, ce qui a laissé le feu se déclencher alors qu'on était dans un moment caniculaire avec sur l'Andiras. Oui. La Teste, ils sont intervenus plus tôt. Mais sur l'Andiras, c'est ça qui a fait que ça a dégénéré et que ça a pris vraiment d'ampleur. Parce qu'en même temps, les conditions climatiques qu'on avait, c'était des 40 degrés dehors, enfin quasiment 40 degrés dehors quand on ne les atteignait pas. C'était aussi des vents secs parfois. Très peu, un taux d'humidité très très faible parce qu'il n'avait pas plu depuis longtemps et tous ces ingrédients combinés, donc un manque d'intervention rapide un manque de moyens sur place disponibles rapidement, plus une canicule, plus un manque de pompiers aussi parce que les pompiers se sont vite retrouvés dépassés par la situation. Ça a créé cette situation explosive. Les manques de moyens de l'État ont été aussi ressentis par certaines collectivités qui ont été impliquées durant l'incendie en fait. Donc les communes localement les communes ont été très soudées, du moins celles avec qui j'ai participé. Donc je peux citer l'exemple de Cabanac et Villagrain qui pour moi était un bon exemple de gestion communale de cet incendie. Par contre, les témoignages que j'ai eus de certains élus municipaux, c'est mais où est la préfecture? En fait, la préfecture a réagi assez tardivement, ne se sont pas forcément inquiétés de comment ça se passait, est-ce que ça se passe bien dans leur commune. La commune de Cabanac et Villagrain a été évacuée, ils ont fait le choix d'évacuer également leur administration. Donc c'est la commune de Saint-Morillon qui a accueilli cette commune-là. À aucun moment, la préfecture est venue aider, ou la sous-préfecture est venue aider, poser des questions, apporter même juste un soutien moral. On m'avait rapporté qu'en fait, la seule question qu'ils avaient eue, c'est « Ah bah tiens, regardez, vous avez un problème dans votre budget ». Donc au moment où ça crame à côté, c'était un peu déplacé. Donc voilà, ça c'est la grande question qui s'est posée, même juste le fait qu'on ait dû faire beaucoup de collectes. Pourquoi on a dû faire autant de collectes pour les pompiers? Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas les moyens pour intervenir sur des longues durées?
voilà, c'est les questions que nous posaient les personnes dans les supermarchés. Pourquoi vous récoltez des produits de première nécessité, des barres de céréales, des produits d'hygiène? Est-ce que les pompiers n'avaient pas ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre les moyens de l'armée, etc. Alors, il y avait des moyens de l'armée qui ont été déployés, mais apparemment, c'était pas suffisant. C'est toutes ces questions qui ont été un peu posées sur la table pendant cet été. Merci. Donc, Denis Cassou, vous voulez continuer? Oui, pour deux raisons. Parce que d'une part, effectivement, je suis présidente d'une association qui se pose des questions, et d'autre part, parce que j'ai été aussi directement impactée. Donc, c'est aussi une expérience personnelle. Alors, dans la présentation de votre... il y a marqué aussi quelle politique publique pour sauver la forêt et la biodiversité. Donc, moi, je voudrais d'abord aborder cette question-là. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans un réchauffement climatique qui est dû aux activités humaines et où les moyens ne sont pas pris suffisamment. Hein. Les scientifiques nous alertent en permanence. Donc, on a une situation explosive due aux activités humaines et dont on ne prend pas la mesure. Ça, c'est la première chose. C'est la situation avant incendie. On a aussi une exploitation forestière qui s'est industrialisée et qui a bénéficié depuis les grandes tempêtes de fonds publics importants et qui s'en est servi pour moderniser, c'est-à-dire industrialiser la forêt, un peu sur le modèle qui a si bien réussi en agriculture. C'est-à-dire qu'on a acheté des gros engins, on a fait des grandes propriétés, on a mis des intrants, hein, c'est-à-dire qu'il fallait aller vite, on s'est mis à dessoucher, à travailler le sol, donc tout un tas d'interventions extrêmement agressives qui ne sait pas trop si elles servent bien les propriétaires. En tout cas, elles servent très très bien les grands groupes qui, au passage, se sont de plus en plus rassemblés. Hein. Certains prétendent encore s'appeler coopératives forestières, mais ils n'ont plus rien de coopérative. Ce sont des entreprises, effectivement, qui grossissent de plus en plus. Donc, et on a aussi une chute dramatique de la biodiversité. Il faut quand même souligner qu'il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Écobiose, qui a été financé par le demandé et qui est financé par le... Excusez-moi, je cherche le mot. Pour commencer par le conseil régional. C'est Vincent Bretagnol qui s'en est chargé. Il n'a pas parlé de la biodiversité, mais il a montré, en faisant une compilation d'études récentes, que la biodiversité était indispensable et qu'elle bénéficiait aux activités humaines, à tout point de vue, économique, mais général. Et qu'est-ce qu'a fait, par exemple, dans le milieu forestier, les grands, ceux qui sont les présidents du syndicat et tout, ils ont mis plus bas que terre ce rapport. Ils ont fait des tribunes incendiaires. Et ils ont réussi à faire financer par le parc naturel, donc avec des fonds publics, une contre-étude pour montrer qu'il y a bien de la biodiversité dans leurs forêts maltraitées par la sylviculture moderne. Et où est-ce qu'ils sont allés chercher cette biodiversité? Dans les ripisylves, qui sont en train par ailleurs de continuer à dézinguer. Les ripisylves, c'est les cortèges feuillus qui accompagnent les ruisseaux et qui sont dans le lit majeur. On va voir à quel point ça enrôle après quand on va passer à la phase d'incendie. Et les lagunes, les zones humides que par ailleurs ils se dépêchent de drainer parce que ça gêne et pour planter du pain à la place. Donc voilà la situation avant incendie. L'incendie démarre et je vais rejoindre en grande partie ce qu'a dit Sacha. Donc tout est là, on a tous les éléments pour que ça pète bien. Hein. Bon, je ne reviens pas sur l'absence de Canadair, parce que par ailleurs, il se passe là, comme je fais la comparaison avec le domaine de la santé, c'est-à-dire qu'on a applaudi les pompiers, merci, bravo, grâce à vous, mais que par ailleurs on dézingue tous les services publics, y compris ceux qui concernent l'organisation générale des pompiers, leur formation, le matériel. Les services publics, c'est pas à la mode. Hein. Donc on coupe rase là-dedans. Donc on a une situation qui arrive avec un feu qui très vite prend d'énormes proportions et par manque de moyens de réactivité. Ensuite, j'ai démarré après. Alors, je vais essayer de...
6 minutes par intervenant. Oui. Désolée. Oui. Non, mais j'ai regardé avec l'âge, je n'ai pas. Donc, j'essaie maintenant de perdre mes moyens. Donc, et on a eu cette sylviculture, donc, particulièrement agressive qui a aggravé ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on avait du pin qui avait été planté, enserré, en enlevant tout le feuillu, et qui étaient des allumettes fantastiques. C'est du pin qui avait 10-15 ans récemment planté, avec des grands espaces. Ça a été, j'ai vu moi sur place à quel point ces jeunes pins plantés serrés avec aucun espace se sont enflammés. Et qu'est-ce qui a arrêté? Qu'est-ce qui a permis? Quand est-ce que le feu, au lieu d'être un grand brasier, a changé d'allure? Quand il est arrivé dans le feuillu. J'ai vu de mes propres yeux, parce que j'étais sur place ce jour-là, devant chez moi, j'ai vu de part et d'autre le feu arriver dans les pins enflammés et changer d'allure, c'est-à-dire se tapir. On n'a plus un feu triomphant, débordant, qui brûle tout. On a un feu qui se tapit dans la litière, au sol, et qui petit à petit va s'arrêter. Voilà, donc dans ce qui a permis cet embrasement général, on a aussi effectivement la déficience de l'État qu'a souligné Sacha, mais aussi beaucoup cette sylviculture agressive qu'on prétend vouloir poursuivre parce que ce serait la solution. On a des représentants syndicaux qui prétendent que tout ce qu'ils ont fait est bien. Au passage, j'aimerais savoir ce qu'ils ont fait des coupes-feux qui avaient été mis en place après les derniers grands incendies. Ces coupes-feux, apparemment, ont disparu. On ne sait plus où ils sont. On les a plantés. Finalement, il n'y en avait plus besoin. C'est une bonne question, quand même. Hein, et j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. Les répicides, voyons un petit peu à quel point ils les ont ratatinés. Toutes ces questions-là, on dit, et l'incendiaire. Bon, ok, il y a eu un incendiaire. Il y a toujours eu des incendiaires. Et les humains, depuis le début, savent dans la forêt, depuis qu'il y a cette forêt, ils savent qu'il y a des responsabilités humaines et qu'il faut savoir réagir par rapport à ça. Donc voilà, je crois que globalement, j'ai fait le tour un petit peu. Alors si, d'autres choses quand même, cette sylviculture moderne là, qui veut s'imposer, elle ratiboise les céréales, qui étaient des excellents coupe-feu, et elle plante du pain au rat. Tout ce qui était espace des prairies, qui étaient des zones ouvertes autour des villages, disparaissent. Et qu'est-ce qu'on y met à la place? Du pain. Alors, ils prétendent que les gens vont habiter dans la forêt. Non, c'est la forêt de pin, la piniculture qui vient se mettre au ras des maisons. Voilà. Je m'arrête là et on continuera par la suite. Merci, je suis désolée, mais pour laisser un peu de temps après au débat, il faut se tenir aux 6 minutes à peu près. Donc, la parole à Hervé Gillet. Merci. Donc, bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, pour reprendre un peu les propos dans la continuité, peut-être quelques éléments complémentaires. Donc, moi, je suis également conseiller départemental sur le canton qui a été le plus impacté. Et avec Jean-Luc Blaise, je crois qu'on a essayé de suivre pratiquement quotidiennement l'évolution de ces incendies. Tout d'abord, une première remarque, évidemment, ces événements s'inscrivent dans un événement climatique majeur de sécheresse. Et donc, en fait, on a une conjugaison entre à la fois la chaleur, la sécheresse, le manque d'eau, et donc des conditions vraiment extrêmes. Et ce manque d'eau, d'ailleurs, s'est ressenti d'une manière plus générale, vous le savez, au niveau national, avec des régions en France qui n'avaient jamais connu un tel stress hydrique. Et donc, ça nous amène également à reconsidérer les choses, et j'aurai l'occasion d'y revenir, soit maintenant ou un petit peu plus tard, parce que je pense qu'on est dans un nouveau paradigme aujourd'hui, et qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires, et qu'en fait, on a essayé de traiter ces événements avec les moyens du XXe siècle, alors qu'on est aujourd'hui dans une crise climatique majeure. Il faut repenser les choses, repenser la manière d'agir. Il faut aller vraiment en profondeur par rapport à ça. Donc, on a eu là un contexte qui était pratiquement une bombe en tant que telle, puisque je crois que l'hydrométrie est tombée en dessous de 30%, voire à certains moments encore plus sévère. Et donc, la faiblesse du taux d'humidité était un facteur aussi déterminant pour déclencher et en même temps accélérer la propagation de cet incendie. Alors effectivement, les moyens, et là une enquête devra clarifier d'une manière très précise ce qui s'est passé sur cet événement, je dirais presque minute par minute, pour qu'on ait véritablement une transparence totale. Et il faudra éveiller, parce que c'est un élément important pour l'ensemble des parties prenantes, pour que on puisse vraiment partager tout ce qui a pu se passer. Et
Et donc, effectivement, les Canadair sont arrivés tout d'abord sur le feu de la Teste et sont intervenus que le lendemain matin sur l'Andiras. Or, ce que l'on retient aujourd'hui, tout le monde le dira, la meilleure façon de lutter contre ces feux, c'est de lutter à ce qu'on appelle à feu naissant, c'est-à-dire qu'il faut intervenir le plus rapidement possible. C'est ce qui s'est fait sur les départs de feu dans les Landes et même au départ sur plusieurs feux du Médoc, où les Canadair, du coup, sont repartis pour travailler immédiatement à feu naissant, délaissant d'ailleurs l'Andiras et la Teste, parce qu'il y avait une grande crainte d'avoir un troisième événement majeur sur la Gironde. Et là, on était dans une situation européenne, internationale, extrême par rapport aux moyens qu'on pouvait déléguer. Et ça a été fait plutôt avec succès, mais du coup, le feu sur l'Andiras, etc., lui a continué de rouler, de rouler, de rouler. Il a roulé à tel point que, pour éclairer les choses, à un moment donné, au mois d'août, quand il y a eu l'Andiras 2, on a eu 6000 hectares qui ont brûlé dans la nuit. 6000 hectares qui ont brûlé dans la nuit, c'est pratiquement une vitesse de roulement du feu entre 6, 7 et 8 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez la vitesse et la puissance du feu. Donc, vraiment, cet événement a été terrible et il faut en tirer absolument toutes les conséquences. Sur le plan de la logistique et de la préfecture, n'oubliez pas qu'au niveau du pouvoir régalien, c'est bien l'État qui, en termes de pouvoir régalien, a le pouvoir sur la sécurité civile. Et dans ce cas de figure, même le président du département, Jean-Luc Glaise, ne pouvait pas interagir sur les prises de décision qui étaient enclenchées entre le directeur du SDIS et la préfète. Donc les vraies décisions se passaient à ce niveau-là. Le département, même s'il cofinance, il finance très largement le SDIS, n'avait pas son mot à dire sur la stratégie. Donc c'est comme ça que ça se passe, le pouvoir régalien de l'État qui s'opère et qui a été d'ailleurs très affirmé par rapport à la séquence. On a essayé d'être plus présent d'ailleurs pour à la fois écouter et apporter aussi des éléments, parce que là où il y a eu, pour le coup, je ne parle pas de la stratégie, dans la stratégie, je verrai ça demain quand j'aurai tous les éléments de l'enquête. Là où il y a eu vraiment des coups dans la raquette, c'est ce qu'on appelle la logistique, parce que quand vous faites intervenir 2000 sapeurs-pompiers sur le terrain, il y a une logistique énorme. Et là, l'État a fait une erreur majeure. Il a ce qu'on appelle le CODIR, qui permet de gérer les flux logistiques au niveau préfectoral. Et il n'a pas voulu, alors qu'on en a fait la proposition, s'associer immédiatement avec les services du département, qui ont une parfaite connaissance du territoire pour voir comment on pouvait organiser la logistique. Et ça a été une erreur, puisque très très vite, on a vu qu'il y avait des problèmes de réalimentation, effectivement, des sapeurs-pompiers, d'autant plus que beaucoup de sapeurs-pompiers, là il faut aussi le dire, sont sortis du circuit institutionnel. On leur disait de caserner sur tel endroit, mais comme ils ont une bonne connaissance à un moment donné des feux, ils savent très bien que quand vous regroupez 200 ou 300 sapeurs-pompiers, vous dormez plus, vous n'arrivez plus à dormir, il y a toujours du bruit, il y a toujours des véhicules. Donc ils vont chercher des lieux ailleurs pour pouvoir s'implanter, et souvent ils étaient reçus à bras ouverts par les communes, et donc ça sortait du circuit logistique initial qui était fixé pour pouvoir les alimenter, etc. Donc il y a eu un deuxième circuit en parallèle qui s'est mis en place, mais l'État n'a jamais été en capacité à la fois de l'accompagner, ce deuxième circuit, à tel point que, je vais vous dire une chose, les procédures, il n'y a jamais eu de procédure qui a été diffusée quotidiennement au niveau des communes, de la part de l'État. C'est incroyable. Donc c'est pour ça que, il est 5 minutes 40, c'est pour ça qu'il y a un élément qui est majeur, c'est qu'aujourd'hui, il faut tirer toutes les leçons et toutes les expériences de cet événement majeur. L'État va enclencher ce qu'on appelle des rétextes, c'est des retours d'expérience. Et moi, je vais vraiment agir pour voir d'abord quelle est la méthode qui va être mise en place, respectera-t-elle toutes les parties prenantes, avec qui véritablement ils vont travailler, quel échéancier, et comment on va essayer d'aller jusqu'au bout de ce retour d'expérience. Il ne faudra rien lâcher par rapport à ça, parce qu'il faut tirer toutes les leçons, nous-mêmes à notre propre niveau département, on a aussi des leçons à tirer. Est-ce qu'on a toujours été bon? Non. Il y a eu des moments où il y a aussi des coups dans la raquette, au niveau de l'État, bien évidemment, mais aussi, on en reparlera au niveau de l'organisation, même au niveau de la DFCI, il y a aussi des questions à se poser aujourd'hui en termes d'organisation, à voir s'il ne faut pas intercommunaliser les moyens à certains moments. Donc il y a vraiment des problèmes de fond. Jacques, DFCI, Défense forestière contre l'incendie, c'est une organisation plutôt professionnelle, voilà, mais ils étaient donc en second rideau par rapport aux sapeurs-pompiers, par rapport à ça, mais Jacques est un spécialiste par rapport à ça, il a un Facebook, vous regarderez, vous pourrez suivre toutes ces positions qui sont très éclairantes sur un certain nombre de sujets. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a vu la question de l'exploitation, la question de la logistique et de l'organisation des services de l'État et pas seulement. Et donc, maintenant, la parole à Monsieur Estebaux.
Dès que ça boxe. Bon, je vais y arriver. Bon, allez, allez. Oui, tu vas y arriver. Bonjour. Désolé. Donc, moi, je suis pas un spécialiste de la forêt, ni de l'environnement, ni du droit public ou privé, et encore moins politique. Je suis un usager de la forêt usagère de la Teste, et je parle à mon nom propre, pas au nom de l'association, de qui que ce soit. Ce que je voudrais faire, c'est apporter au débat un témoignage, un éclairage sur la nature même de la forêt, qui est une construction sociale unique en même temps, un véritable monument historique, écologique. Et j'arrive pas à dire été. Je continue à parler au présent. La situation de la forêt usagère, de la Teste de Buch, alors pour ceux qui ne la situeraient pas tout à fait, c'est si vous êtes au sommet de la dune du Pilat, avec l'océan derrière, c'est toute l'étendue verte qui s'étend à perte de vue. Au sud, c'est les Landes et la forêt domaniale. À l'est, c'est Cazaux et son lac. Et au nord, c'est toute la continuité végétale qui va à la lisière d'Arcachon, de la Teste et du Pilat. Et le Pilat lui-même est un quartier qui est dans la forêt. Donc, quand les héros qui nous ont sauvés cet été ont réussi à arrêter le feu quasiment à cette lisière-là, ils ont évité une catastrophe 100 fois pire. Vraiment, j'ai été évacué avec la panique, la boule au ventre, et puis on regardait ce qui se passait ensuite Gironde, on se demandait où ça allait s'arrêter. Vraiment, ça a été quelque chose de très éprouvant. Alors, combien de la forêt usagère a disparu, on ne sait pas. On a quelques chiffres sur la forêt domaniale, mais on ne le sait pas parce que cette forêt est interdite d'accès depuis juillet, d'abord par la préfecture et maintenant par la municipalité. Donc, on sait qu'il y a des relevés faits par l'ENF, notamment de calibrage ou calibration pour les systèmes de repérage LIDAR. Mais pour le reste, on n'a pas de notion vraiment de la proportion de cette forêt usagère qui a été vraiment touchée. On a parlé de 3/4 de la forêt. Cette forêt, pourquoi je dis qu'elle est unique? Du point de vue écologique, d'abord, c'est une forêt naturelle. Un petit problème. Vous m'entendez? C'est une forêt naturelle qui est multimillénaire, forêt ancienne et forêt et vieille forêt. Je parle sous le contrôle des experts forestiers. En fût irrégulière, il n'y a jamais eu de liniculture, il n'y a pas eu d'intrants, il n'y a jamais eu quasiment de couperade, il faut localiser. La biomasse a été préservée, il n'y a jamais eu d'engin de manipulation, de levage ou autre, ou de débardage sur ça, ce qui fait que on a un humus qui est préservé un peu partout. Il y a des zones humides, il y a un relief dunaire qui est très prononcé, contrairement à la grande majorité du massif des Landes de Gascogne. Il y a des services écosystémiques qui sont là depuis très longtemps. C'est un poumon local, c'est surtout un ça empêche la vente des dunes contre le vent, contre les marées, bien sûr. Et ça fournit de la matière, des nutriments à tout le bassin d'Arcachon, y compris à l'ostréiculture. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement utile en soi. C'est une réserve de biodiversité en faune, en avifaune, en flore, parce qu'on a un sous-étage très très développé, donc les zones humides dont j'ai parlé. C'est une forêt qui est résiliente parce qu'elle a toujours résisté aux parasites. Elle a été brûlée des dizaines de fois pendant des siècles. Elle s'est toujours régénérée. Bon, elle n'a jamais été brûlée autant que maintenant, c'est clair. Elle a résisté aux ouragans. Donc, on est sur quelque chose qui est assez différent des grandes forêts actuelles d'exploitation et de culture. Alors, je dis que elle est unique socialement. C'est un point de vue qu'on peut adopter parce que c'est la dernière forêt usagère de France. C'est-à-dire qu'elle est hors code forestier. Ça peut avoir son importance pour la suite de la discussion. On a à peu près une centaine de parcelles. On dit à peu près parce que ça peut varier selon les repérages qu'on fait par rapport aux captures qui ont été faites par des cartes comme celle de Duren, mais qui représentent à peu près 400 propriétaires, dont un certain nombre ne sont pas connus. Et ces propriétaires sont souvent en indivision et récupèrent en fait ces parcelles et des indivisions de parcelles
par succession, et ce depuis des centaines et des centaines d'années. Ce statut de forêt usagère, c'est pas du folklore, c'est vraiment un arsenal juridique qui a été établi sur près de 6 siècles, avec des actes, avec des transactions, avec des jugements, une jurisprudence. Et je crois que le dernier acte d'importance qui a été émis, c'est un arrêté, un arrêté du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, Conseil d'État, qui donnait la préséance du statut des baillettes et transactions, qui est le système juridique qui gère cette forêt, qui règle cette forêt, au code forestier. Donc ça a été vraiment asserté de manière très forte. Au passage, c'est un statut qui a survécu à la Révolution française. Alors, il n'est pas féodal, clairement. Sans ça, ça a été jugé par un tribunal révolutionnaire pendant la Terreur. Il ne se serait pas amusé à prolonger un droit féodal. Donc, pourquoi je dis que c'est unique? Parce que l'usage, ce qu'on appelle l'usage, qui n'est pas l'usage au sens le droit coutumier, c'est vraiment on réduit le droit usager à l'usage, et au moins autant constitué d'obligations que de véritables droits, notamment de prendre le bois pour les habitants, c'est que la propriété, c'est un régime où la propriété est subordonnée à l'intérêt général. C'est une façon de dire. On peut le dire d'une autre manière. Sur le code civil, ça serait plutôt la propriété qui est grevée du droit d'usage. Mais si on aborde les phénomènes de possession et de ressources forestières sous l'angle des communs, on peut aussi renverser cette perspective. C'est pour ça que je dis que c'est une propriété subordonnée à l'intérêt général. Ça peut être discuté largement. Il y a eu des tas de luttes. Ça a duré 6 siècles. Les témoignages, c'est un témoignage de régulation sur le temps long, et un pool de ressources collectives qui ont été gérées par une communauté en gestion collégiale, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont en principe rien eu à dire là-dessus. Voilà, alors je vais finir. Pour moi, tout ce que j'évoque là sont les éléments constitutifs des communs, tels qu'ils ont été théorisés par Elinor Ostrom, par Dard de Laval, etc. Moi, ma formation, c'est l'ingénierie linguistique et les humanités numériques. Donc, j'ai été confronté très tôt et souvent aux communs numériques, aux problématiques d'accès. Donc, c'est cette approche pratique qui m'intéresse et que c'est un angle que je voudrais partager avec vous. Alors, ce que j'évoque, c'est pas un modèle, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, c'est pas un modèle, ça peut être une source d'inspiration. Merci beaucoup. Donc, on verra peut-être qu'il y aura des questions pour savoir si ce modèle de forêt usagère peut être une réponse au risque qui se prononce. Donc la parole maintenant à Jacques Azera. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, moi, en tant que forestier de métier, en tant que propriétaire forestier, en tant que administrateur de DFCI sur 2 communes, en tant que bénévole, etc. Je ne peux que souscrire à quasiment, peut-être pas 100%, mais pas loin de tout ce qui vient d'être dit jusqu'ici. Je pense que par rapport en fait, qu'est-ce qui va nous occuper maintenant, hormis l'analyse du problème de la gestion de l'incendie, c'est l'avenir, comment on va aborder la sylviculture dans les années qui viennent et comment on va aborder la foresterie en général. Donc je pense que là, l'association dont je fais partie, ProSylva, a des billes à avancer, et notamment, pour ce qui me concerne, j'ai fait pas mal d'expérimentations dans ma forêt, une vingtaine d'années, ça marche, 15 ou 20 ans à faire des essais à mon idée par rapport à la sylviculture, donc la mise en place d'arbres, essayer des mélanges, essayer d'arrêter de labourer le sol avant de plantation. J'ai essayé de tester un petit peu certaines limites des pratiques forestières, et avec beaucoup de succès. Quasiment tous mes essais sont positifs, et c'est des essais qui, dans l'ensemble,
on pourrait les résumer en disant que ça va dans le sens d'un meilleur respect des écosystèmes, d'un meilleur respect de la dynamique naturelle du fonctionnement de la forêt. En gros, ça veut dire que le forestier, il faut qu'il arrête avec ses tracteurs, il faut qu'il arrête avec les interventions mécanisées lourdes, et que ça marche très bien sans faire tout ça. Ça marche très bien, mais ça ne veut pas dire que le forestier doit être absent. Il faut que le forestier amène dans la forêt plutôt des compétences, des neurones, plutôt que du fuel et de la mécanique. Et en faisant ça, je vous garantis qu'il y a des perspectives qui sont très intéressantes pour améliorer les conditions de croissance et de production de la forêt, et d'obtenir davantage de mélange entre essences, notamment avec les feuillus en mélange avec des pins, d'avoir une diversité beaucoup plus importante en termes de flore, en termes d'habitat, en termes de diversité végétale, faunistique, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un peu fondamentales dans les principes qu'on a à ProSilva, mais c'est aussi des principes que j'ai essayé de mettre en pratique, d'expérimenter et d'essayer dans ma forêt, et également, tout ce qui marchait, j'ai essayé je l'ai préconisé, je l'ai mis en pratique chez mes clients, puisqu'en tant qu'expert forestier, je travaille pour des tiers, pour d'autres propriétaires. Donc je pense qu'il y a énormément de pistes intéressantes à explorer ou à continuer d'explorer dans ce sens-là, et qui permettraient sans doute une meilleure efficacité face aux risques, que ce soit les risques d'incendie. Oui, mais vous êtes tout près. Bon. Donc, face au risque d'incendie, mais aussi face au risque de tempête, au risque sanitaire, à l'ensemble des problèmes qui menacent la forêt, notamment la forêt landaise, notamment le pin maritime, qui est une espèce fabuleuse, extraordinairement bien adaptée à notre région, mais qui est quand même sous la menace de certains problèmes. Et je voulais dire autre chose que je me suis bouffé. Oui, et une chose importante, si vous voulez, qui permettrait de résoudre un grand nombre de problèmes, c'est que un critère vraiment fondamental à mes yeux, c'est qu'il faudrait que dans toutes les forêts, on ait en permanence de la semence, c'est-à-dire des grands arbres, des vieux arbres. C'est des pins maritimes, mais aussi des chênes, etc., des vieux arbres de toutes les espèces. Parce que si on a des vieux arbres, on a de la graine. Si on a de la graine, on a une capacité à survivre, une capacité de résilience par rapport au sinistre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je répondrai aux questions s'il y en a plus tard. Je vous remercie, c'est très intéressant. Comme il vous reste un petit peu de temps de parole, le sujet c'était comment on peut réorienter les politiques publiques. Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire? Je viens de le dire. Il faut orienter les politiques publiques vers l'arrêt des subventions aux coupes rases, aux labours, aux travaux lourds, etc. En fait, je l'ai dit en... Comment on appelle ça? Je l'ai dit en... Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut que soient présents dans les instances qui vont prendre des décisions au niveau national et régional, qu'il y ait des vrais forestiers et que les politiques qui vont prendre des décisions se libèrent de la coupe de certains lobbies. Sachant que, à la base de beaucoup de décisions qui existent, qui sont présentes, qui conditionnent aujourd'hui la foresterie en France, enfin surtout dans le Massif landais principalement, beaucoup de ces décisions, beaucoup de ces mesures, en fait, elles sont dictées par des grosses boîtes, par des lobbies, et que dans le Massif landais, il y a une tripotée, c'est même constitutif, je dirais, de la filière,
il y a des conflits d'intérêts à tous les niveaux. C'est-à-dire, quand vous avez un entrepreneur de travaux forestiers qui fait aussi du négoce de bois et qui fait aussi, je sais pas quoi d'autre, et qui fait aussi de la gestion, c'est-à-dire que cette entreprise va rédiger le plan simple de gestion pour les propriétaires qui sont ses clients. Imaginez-vous qu'il va rédiger un plan simple de gestion disant on va arrêter les travaux, on va arrêter les labours, on va arrêter les plantations. Non, au contraire, il va obligatoirement être tenté de faire un programme de travaux qui va dans le sens de servir sa boîte d'entrepreneur de travaux. C'est évident. Même si c'est quelqu'un d'honnête, le conflit d'intérêts, il est là. La situation de conflit d'intérêts est là. Et ça, c'est à tous les niveaux. Vous avez des pépiniéristes qui font de la gestion. Ils vendent des plants, ils font des travaux forestiers, des labours, etc. Ils achètent du bois, ils vendent du bois, et ils font de la gestion, et ils rédigent les plans de gestion. Et l'État ne voit rien à redire à ça. Donc j'espère que j'ai complété. Tout à fait, je vous remercie. Donc je vais vous passer le micro dans l'assistance s'il y a des questions ou des interventions. Bonjour, donc, je suis Jacques Monge, je viens de la vallée du Ciron, donc en Sud-Gironde, et nous sommes en train de constituer un collectif de citoyens pour proposer, pour se battre contre la monoculture du pin, au moins dans le large bassin versant du Ciron. Alors, je suis aussi petit propriétaire forestier et affilié à Prosilva, comme je ne suis pas spécialiste, et donc ma position elle est simple et c'est un débat qui, pour moi, doit être avant tout politique. C'est-à-dire, en clair, pour rebondir sur ce que vient de dire Jacques Azora, c'est un problème structurel. Alors, on peut évidemment parler de la biodiversité, des petits animaux, des petites pâquerettes, okay. Mais le problème, c'est d'abord le foncier. Il faut savoir que la majorité des propriétaires fonciers, en l'occurrence pour le large bassin du Ciron, qui concerne aussi la zone étendue des Andiras 1 et 2, c'est pratiquement 80 à 90% de la surface du territoire qui est couverte de monoculture de pin. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que cette monoculture de pin aussi, elle est implantée sur les rues et les ruisseaux de la vallée du Ciron. Ça revient, ça a été développé par certaines personnes. Là, il n'y a pas photo. Après, le problème du foncier, ce sont des petites ou moyennes ou grandes propriétés, mais il faut savoir qu'ils ont un régime fiscal particulier. C'est-à-dire qu'en fait, un propriétaire forestier est pratiquement exonéré de taxes foncières pendant 30 ans. Quand ils font des coupes de pin, notamment, ils sont pratiquement exonérés, entre guillemets, de déclaration de revenus. Et quand ils sont imposés, ils ne déclarent à peu près que 8 à 10% du revenu, et l'imposition se fait à hauteur de 10% sur les 8% de revenus déclarés. Voilà, ça c'est le problème fiscal. Donc après, il y a le problème de ce qu'a levé Jacques Azora aussi, en ce qui concerne les plans de gestion. Alors aujourd'hui, les plans de gestion, effectivement, c'est le parti pris, en clair, c'est la grosse magouille. Alors ces plans de gestion qui sont obligatoires, je crois, au niveau législatif, plus ou moins, eh bien, quand je parle de solutions politiques, il y en a des solutions politiques. Donc, aux citoyens, à les faire remonter aussi. C'est-à-dire qu'un plan de gestion aujourd'hui, il est opaque, il n'est pas du domaine public. Donc, à ce moment-là, comment faire que ces plans de gestion soient publics? Donc, en les diffusant publiquement, que ça soit géré par ou le département ou les services, notamment des communes. C'est-à-dire que les municipalités des communes soient au courant de ces plans de gestion. En ce qui concerne les coupes, par exemple, prohiber tout ce qui est coupe rase, comme pour rebondir sur l'argument évidemment, coupe rase, labour et broyage. Et ne plus toucher aux locus de chênes qui peuvent se promener au milieu de cette culture de pin. Donc là, il y a des moyens, alors certainement peut-être d'une façon législative, à promouvoir. Oui, bon, voilà. Oui, je vous remercie d'avoir des interventions assez courtes pour que tout le monde puisse s'exprimer. Merci.
Bonjour, Gilles Sajous de Sainte-Foy-la-Grande. Je suis géologue, je suis docteur en géologie, j'ai notamment travaillé sur le sous-sol des Landes. Je me pose plusieurs questions. 50 000 hectares ont brûlé en 1949. Près de 30 000, peut-être un peu moins, en 2022, dont 7 000 hectares ont brûlé sur la commune d'Ostens le 9 août. Je suis géologue, spécialiste des sous-sols. J'ai participé à la cartographie du sol et du sous-sol des Landes, mais surtout dans le sous-sol des Landes. Donc, je voudrais vous donner un éclairage dans le temps. On va remonter dans le temps. Les Landes, c'est un ancien delta dans le temps sur des millions d'années. Vous voyez que c'est un immense triangle. La base du triangle, c'est le bord de la mer. Vous avez un côté, c'est l'Adour, l'autre côté, c'est la Gironde. Ça fait un grand triangle. Il faut savoir que quand vous regardez sur zone humide sur Wikipédia, c'est sans doute une des plus grandes zones humides de France. Et cette zone humide a été drainée. Et donc, les Landes ont eu... c'est un écosystème qui a beaucoup évolué dans le temps, depuis très longtemps. Alors, au niveau de la zone humide, il y a eu des forêts, il y a eu des moments où ça a été plutôt justement des landes, il y a eu des moments où il y a eu de l'agroforesterie, enfin ça a pas mal évolué. Ce que je voudrais vous donner comme éclairage, étant donné que ça a été, comment dirais-je, un ancien delta, vous avez un sous-sol avec des tourbes et du lignite même au niveau d'Ostens, d'accord ? Et la question qui m'a beaucoup interrogé en tant que géologue, c'est comment se fait-il qu'il y ait, et vous l'avez posé tout à l'heure, près de 7000 hectares qui ont brûlé en une nuit le 9 août. Alors là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça fait très longtemps que j'ai pas fait la géologie, mais il va falloir que je me renseigne. C'est quand même sur la commune d'Ostens. Or, il faut savoir qu'Ostens, c'est un lieu où a été exploité le lignite. Et le lignite, pendant plus de 20 ans, a produit l'électricité pour la ville de Bordeaux. Donc c'est pas rien. Le lignite est en train encore de fournir de l'électricité dans toute la Pologne. Alors je me demande, mais comment cette zone avec des tourbes du lignite n'a pas été plus surveillée? C'est quand même incroyable. Alors je téléphone pour ça à mon ancien directeur de thèse, que je n'avais pas vu depuis 40 ans, qui s'appelle Jacques Dubreuil, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? En une nuit, ça a brûlé. Là, toi, tu es un spécialiste des sous-sols, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'a dit, ce sont les feux zombies, ça a brûlé par le sous-sol, et c'est comme ça que ça s'explique. Et bon, j'ai écrit au maire d'Ostens, j'ai dit, mais est-ce que des géologues ont été contactés? Non, rien. Aucun géologue n'a été contacté, tout le monde s'en fout, bon bref, tant pis. Voilà, donc je voulais donner cet éclairage et je me pose la question au niveau de l'écologie. Zone humide, elle a été drainée et ça rejoint aussi l'économie du pays. Est-ce qu'on est sur la vie ou sur l'exploitation? Il y a eu, soi-disant, un assainissement qui s'est fait du temps de Napoléon III avec Brémontier. Alors, ça a été alors, il y a eu beaucoup d'aspects positifs, et je tiens aussi à remercier beaucoup tous ceux qui ont lutté contre les incendies, je ne veux pas faire que du négatif. C'est un travail extraordinaire. Mais moi, je veux donner un éclairage plus grand dans le temps au niveau de l'écologie. On a bloqué les dunes, on a fait des drainages, soi-disant, pour lutter contre le paludisme. Mais quand vous regardez maintenant sur les zones humides, comment se fait-il que les zones humides sont des zones qui, au contraire, ne sont pas des zones malsaines, mais sont des zones qui assainissent? Donc là, il y a quand même une contradiction. Donc je pose la question, moi, en tant que scientifique, est-ce qu'il n'y aurait pas tout un travail à faire pour recréer des zones humides qui assainissent, et notamment l'eau attire l'eau, il faut le savoir. Et quand on parle du réchauffement climatique, c'est pas un réchauffement qui arrive comme ça, c'est lié à la pollution, c'est lié à l'assèchement, c'est lié au drainage. Et là, il y a toute une réflexion à avoir. Quand j'ai interrogé ce géologue, il m'a dit, mais pourquoi ça a brûlé dans le sous-sol? Parce que les nappes ont diminué. Et si la tourbe, quand elle est dans l'eau, elle brûle pas. Et si le niveau des nappes baisse, ça brûle aussi. Alors bon, là, il y a eu toute la question de ces feux zombies. Ça n'a pas été... Bon, on en parle beaucoup alors actuellement dans les pays du Nord, où il y a des feux zombies dans les tourbes près des poules. Mais là, on a un exemple dans la forêt des Landes. Et il me semble qu'on n'en a pas trop parlé. Merci. Je voulais apporter cet éclairage scientifique. On en a parlé quand même un peu. Si, on a entendu que le roulement, justement, s'était fait par les sous-sols. Merci beaucoup. Merci. Juste derrière vous, avec le t-shirt vert. Oui, bonjour. Jean-Marc Pellet, scientifique de l'INRA, recherche forestière à la retraite. D'ailleurs, pas remplacé. Je travaillais depuis 20 ans dans les Pyrénées sur les changements climatiques et voilà, tous ces postes-là ne sont pas remplacés. Moi, je voudrais rebondir un petit peu tout ce que j'ai entendu. Je suis pareil à 95% d'accord. J'habite sur le bassin d'Arcachon et donc je voudrais encore parler un peu plus loin que Jean-Marc sur la forêt usagère de la Teste. Voilà, pour résumer, la guerre est déclarée. Déjà, la première question, vous disiez qui sont les incendiaires.
En tout cas, il y a une enquête de police, mais la question que tout policier se pose, c'est à qui profite le crime. Voilà. À qui profite le crime, c'est très clairement d'emblée le maire de la Teste qui a déclaré vouloir acquérir le maximum de foncier pour prendre la main sur la forêt usagère, qui fait venir Macron directement sur place. Macron qui dit on va tout planter. Le maire de la Teste va à l'Élysée rencontrer un proche conseiller. Comme les malheureux pauvres propriétaires des campings sont allés là-bas, camping d'ailleurs qu'on a laissé brûler. Hein. Voilà, nous on mène la contre-enquête. Et donc ça se décline, Élysée, préfet, Dréal, ONF et tout. Bref, pour résumer, on en est au point où un rapport de la Dréal a heureusement fuité, par lequel c'est toute une procédure, hein, avec plusieurs options pour en finir avec la forêt usagère. Donc effectivement, la dernière forêt commune de France, hein, avec toute sa symbolique, hein, des communs. Maintenant, moi, à part les alpages, je ne connais pas de choses communes en France. Et donc, avec interdiction de rentrer dans la forêt, bon, on s'est passé l'interdiction plusieurs fois en faisant venir des journalistes de France 2, France 5, Sylvain Geron de l'association Canopée Forêt Vivante. Et là, on va en recevoir d'autres cette semaine, des gens de reporters, hein, quotidien d'écologie. Donc, très rapidement, on s'est aperçu que ça repoussait partout. Même des jeunes plans de pins maritimes, post-incendie, toute la végétation repousse. J'ai poussé mes anciens collègues scientifiques de l'INRA à travailler le sujet. Ils ont fait un moratoire. Le premier signataire, c'est Antoine Crémer, avec qui j'ai le plaisir, l'honneur de travailler depuis 30 ans, qui a été prix Nobel des forestiers. Et donc une cinquantaine de signatures pour un moratoire qui dit, en gros, il ne faut pas toucher à la forêt. Voilà, on ne touche pas à la forêt. Mais comme d'habitude, on n'écoute pas les scientifiques, dans quelques domaines que ce soit. Là, ils vont faire l'inventaire avec des volontaires formés en 2 heures de temps par le CRPF. Donc CRPF, c'est propriété forestière, donc là, il y a carrément conflit d'intérêt. À parcourir le massif pour marquer les arbres qui peuvent tomber. Alors, vous n'allez pas en forêt, et en plus, il y a des animaux sauvages, vous savez, en forêt. Enfin, c'est dangereux, il y a des arbres qui peuvent tomber aussi. Et les arbres à enlever du massif parce que ils peuvent être des hôtes pour les scolites, et le scolite étant très appétant du pin maritime. En gros, pour sauver la forêt industrielle, ils vont détruire la forêt naturelle. Voilà. Parce que, effectivement, comme vous disiez, il n'y a jamais eu d'engin qui soit rentré là-dedans, à part les tracteurs de l'association pour tirer des arbres. Là, ça va être un massacre total. Ils vont abîmer les arbres sains, ils vont détruire. C'est un système de petites dunes, très, très parsemées. Et donc, voilà, on s'organise, on a fait des manifs, on fait venir des journalistes, etc. Et on ne laissera pas faire. Merci, clair qu'on ne laissera pas faire. Merci pour votre témoignage. Madame, vous me passez le micro. Oui, allez-y. C'est vous. Oui, bonjour. Vous entendez? Oui. Donc moi, je suis Geneviève Miracle, je suis adhérente, bien sûr, à la DIFU, hein, parce que je suis testerine, à la Teste de Bûche. Et puis... Il faut rapprocher un petit peu le micro. Pardon. Sur votre menton, collez-le sur votre menton. Vous m'entendez là? Je suis adhérente et testerine, et donc usagère de la forêt depuis des années. En fait, donc j'avais un peu travaillé avec Sacha sur les incendies. On a témoigné de ce qu'on a vécu, de ce qui n'a pas été fait non plus. Donc, je voulais souligner qu'effectivement, il y a eu les évacuations sur la Teste, sur les autres communes aussi, Landiras, etc. Enfin, pas Landiras à côté, mais nous, par contre, on a vécu les fournaises, voilà. Donc, pour les fournaises, il n'y a absolument rien eu du côté des pouvoirs publics pour prévenir les gens. On s'est démerdé dans les quartiers pour voir s'il fallait partir ou pas, sachant qu'il y avait quand même des gens handicapés, des personnes très âgées et malades, des enfants, etc. En fait, c'est les gens qui d'eux-mêmes
sont partis ailleurs. Alors sur Bordeaux après, c'était les fumées de l'Andiras, parce que vers 5 heures de l'après-midi, c'était des fournaises, sur Arcachon bien sûr, parce que Jean-Marc l'a vécu, et puis sur la Teste, etc. et puis ailleurs. Donc ça déjà, la question aussi sur les pouvoirs publics, qui effectivement, la préfecture notamment, n'a pas donné de consigne pour l'hébergement. Moi j'ai trouvé ça pas aberrant, accueillant on va dire, parce qu'effectivement, sur la Teste, la commune, il y a eu effectivement beaucoup de bénévoles, alors de restauration, enfin voilà, je sais pas d'où c'est arrivé, mais en fait ils ont nourri et logé, d'après ce que j'ai pu comprendre, ces pompiers. Donc là, la question que je m'étais posée, c'était effectivement, est-ce qu'il y a eu des ordres des pouvoirs publics de faire ça, parce que bon, il y avait au moins 1000 pompiers sur les communes. Voilà. Et puis la troisième question, alors c'est pour donc je rejoins Jean-Marc dans tout ce qu'il a dit. Bon, alors à qui profite le crime? Effectivement, on va pas condamner déjà, mais entre l'activité humaine et donc les maires qui de suite, les institutions, on a eu une réunion le vendredi à la Teste dernier où il était toi aussi, et en fait on a vu les maires de Biganos déjà qui s'expliquaient par rapport à la forêt de la Teste. Vous voyez, c'est comme un jeu de compétition. Vous avez défendu la Teste et pas l'Andiras assez, alors que ça s'est produit dans la même journée, quoi. Donc pourquoi, alors que nous on a justement une forêt avec des feuillus, donc qui a brûlé plus longtemps. Donc justement on devrait nous dire peut-être pourquoi pas merci, alors que là ça a été compliqué. C'était plutôt de dire oui, il vaut mieux intervenir sur des forêts de rapport, plutôt que des forêts qui ne servent à rien. Vous voyez, ça m'a aussi interrogé. Et puis la dernière question, si je trouve peut-être une réponse parmi les experts, parce que moi je suis pas du tout expert, là les institutions, notamment les présidents des FCI, vous voyez, tout est mêlé en fait, jugé parti, les maires, même, pas les pompiers, mais on va dire presque, entre guillemets, puisqu'il y a eu cette histoire de stratégie, donc ils se défendent pas mal à la Teste pour dire que la stratégie, c'était très bien ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, moi, j'en parlerai pas, parce que je ne suis pas du tout pompier. Et sur la maladie, là, en fait, la première chanson, c'était la musique qu'on entendait, c'est de dire il faut tout couper à cause de la maladie. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut tout couper pour la maladie, c'est-à-dire la maladie des insectes, ou est-ce qu'il faut laisser le temps long, la régénérescence? Et justement, tout ce que vous disiez sur les engins, tout ça. Donc, en fait, maintenant, j'entends l'autre discours, le dernier discours, c'est l'ONF qui dit qu'il faut attendre 18 mois. Mais sinon, toutes les musiques intéressées, on va dire, les spéculateurs, notamment notre maire, comme tu disais, avec peut-être le maire de Dijon qui vont s'associer ou pas. Juridiquement, je pense que Jean-Marc m'avait dit que c'était pas possible. Donc voilà. Donc est-ce qu'il faut tout couper aujourd'hui à cause des insectes? Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame? Peut-être une réponse, Jacques Azora, pour... Je pense que ce serait bien qu'il y ait une réponse. Oui, on peut donner la parole à Jacques. Je vais essayer de répondre. Essayer de répondre. Je crois que la pire des choses en matière de forêt, comme dans bien des cas, c'est de vouloir généraliser, de dire par exemple il faut tout couper ou de dire il faut tout garder. Non, on est face à des individus. Je parle des arbres. C'est des individus vivants ou morts, ou en bonne santé, ou en mauvaise santé, mais chaque individu a ses propres caractéristiques. Certains arbres, pour prendre les pins, certains pins ont le houppier complètement roussi, leurs voisins sont encore verts. Celui qui est encore vert, il se peut qu'il ait plus de racines, parce que les racines ont été bouffées par le feu, et il a les aiguilles vertes et il a plus de racines, ça veut dire qu'il est mort. Alors qu'il a l'apparence d'un être vivant en bonne santé. Donc, en fait, le travail du forestier, tel que je le conçois moi, c'est d'examiner chaque individu, comme si vous voulez, un médecin qui va examiner chaque patient. Et donc, il faut essayer de trouver les critères qui permettent d'analyser au mieux les capacités de survie de tel individu, et de son voisin, et de l'autre, et du suivant, etc. Et c'est assez complexe. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai décidé de faire dans ma forêt, qui a été détruite, enfin qui a été parcourue par le feu à 90%. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Et donc j'ai pris comme orientation pour la commercialisation des bois, parce qu'évidemment on coupe, c'est de dire au chauffeur de la batteuse, je lui ai donné des critères écrits,
Et écoutez, depuis votre cabine, sans descendre, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il passe sa vie à tourner autour des arbres à pied, donc sans descendre de votre cabine, si vous voyez que l'ensouchement du pin est intact, ou s'il a l'air d'être intact, si ce critère est correct, à ce moment-là, vous levez la tête, vous essayez de voir s'il a au moins 30% d'aiguilles vertes. Et si les deux critères sont remplis, à ce moment-là, vous le conservez et vous passez à l'arbre suivant et vous faites la même démarche, inspection de la souche et inspection du houppier. Mais c'est un travail, une observation qu'il faut faire individuellement. Voilà. Et donc, surtout pas de généralisation en disant on va tout couper. On va couper les 3800 hectares de la forêt usagère, on va couper tout ceci, tout cela, ou alors on va labourer 10 000 hectares, 28 000 hectares. Non, ça, c'est des approches contre lesquelles je m'insurge. Merci beaucoup. Madame, je vous en prie. C'est ouvert. Oui. Bon, je voulais dire justement qu'ils profitent le CRIP. Au niveau Landira, c'est pas loin de Tocax. Il y a le parc photovoltaïque et la ligne TGV. Alors, je suis terrain, apparemment, ça pourrait qu'il y a certaines parcelles qui correspondent aux parcelles qui ont été brûlées. Alors peut-être qu'on pourrait se poser la question, justement, qui profite le crime. C'est vrai, j'ai entendu ça. Oui. Une question pour les collectivités locales. La métropole s'étend et a pas assez d'eau à la métropole, donc pour tous les habitants et les futurs habitants. Donc on sait que les incendies qui ont eu lieu sont liés à un stress hydrique fort. Et donc on a prévu d'aller pomper l'eau dans les zones effectivement où il y a des pins, en particulier à Saumons, où il y a eu un incendie aussi important. Et donc est-ce que cette politique va être remise en cause par les derniers incidents? Merci, une question très précise. Il y a d'autres questions? Pardon, j'étais derrière l'arbre. Décidément, c'est l'arbre. Bonjour. Donc, Laurence Bertin, juste une amoureuse de la forêt. Et moi, je voulais poser le poids de la SAFER. Parce que j'ai appris que la SAFER pouvait poser des préemptions. Je ne sais pas si je dis le bon mot. Oui. C'est-à-dire que si un propriétaire veut vendre sa forêt à quelqu'un qui veut, comme Monsieur Jacques le fait, si un voisin est intéressé, en fait, ce propriétaire n'a le droit de rien dire. Et en plus, une fois qu'il vend sa forêt, il ne peut plus faire machine arrière. C'est-à-dire qu'il ne peut plus dire « mais non, cet acquéreur ne m'intéresse pas trop parce que comment il va gérer la forêt, c'est pas super. Moi, je veux quelqu'un qui fasse quelque chose dans le durable. » Et il ne peut plus faire machine arrière. Donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire pour que ça n'existe plus et qu'un propriétaire puisse vendre à quelqu'un qui gère durablement la forêt. Alors, la SAFER, moi non plus, je ne saurais plus décrire l'acronyme, mais c'est une société qui s'occupe. Société d'aménagement foncier. Ouais, société d'aménagement foncier. Et d'exploitation. La réponse, c'est l'ingénieur. Je peux vous répondre pour la SAFER. C'est exactement le même décalage, enfin le même principe au niveau agricole. Là, on peut parler de société d'aménagement foncier, vous dites. L'atelier suivant, c'est le thème aussi de l'atelier suivant. Hein. Donc on a fondé le collectif alimentaire pour relocaliser l'agriculture sur bassin d'irrigation. Pour un projet alimentaire territorial. Et donc, on se heurte au même principe que la SAFER. Il n'y a rien dans aucun texte qui dit que la SAFER ne peut pas préempter, s'intéresser aux parcelles classées forêt ou classées autrement, mais avec des arbres dessus. Donc, suivant, c'est une girouette, quoi. Suivant l'interlocuteur, il vous répond une chose ou une autre. Et de quoi dépend la SAFER? C'est quoi? Attendez, on va... Je voudrais compléter. Voilà. Bon, alors la SAFER, c'est un organisme d'État qui, comme
là, comme d'autres organismes d'État, sert les grands projets et sert effectivement à faire du foncier pour les mesures compensatoires quand on fait une autoroute, etc. Donc, et qui peut effectivement préempter, il a fait des parcelles forestières à cet effet. Hein, parce que comme ça, on peut détruire d'un côté, on va soi-disant compenser de l'autre. Il y a une autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand quelqu'un, un propriétaire, vend des parcelles de moins de 4 hectares, il y a une priorité donnée aux propriétaires qui sont contigus. Tout ça dans un but de vouloir rassembler la propriété. Donc, les propriétaires juste à côté peuvent dire moi je veux bien être acheteur de cette parcelle qui est contiguë à ma propriété. Donc au prix qui a été fixé, s'il y a déjà, bon, on peut pas forcément négocier, mais ça existe et ça a permis dans certains cas, par exemple, que des parcelles qui voulaient être vendues par une personne du feuillu à un groupement forestier à Uzès, par exemple, pour que ces bois, ces feuillus soient préservés. Il y a un grand propriétaire forestier amateur des coupes rases, notamment de feuillus, qui a préempté, parce que les parcelles à vendre étaient moins de 4 hectares. Il les a achetées et il a tout rasé. Cette même famille forestière, on parle de tout ce qui a été brûlé, des hectares de forêt. Et pendant ce temps, au mois de juillet, il y a eu une coupe rase gigantesque de plus d'une centaine d'hectares, de feuillus magnifiques. C'est à pleurer, tout est par terre. Et là, ils sont en train de le sortir. Il y a des centaines de mètres cubes de feuillus en bord de ruisseau, en Sud-Gironde, qui ont été dézingués. Et qu'est-ce qu'on va y mettre à la place? Du pain. C'est-à-dire que cette politique-là, elle continue. Et c'est un scandale. Alors, là, j'en reviens sur une chose qui est très importante. Il faut que la société s'empare de ces projets. Merci à il faut, la question que vous posiez, il faut que vous vous empariez, que vous portiez la demande. C'est la société qui doit décider et pas ces gros propriétaires qui parlent d'interdire la forêt, les pistes cyclables pour éviter les incendies. Ben voyons, il n'y a qu'à mettre les vignes entourées, comme ça on pourra sulfater comme on veut. Et merci la FNSEA, on va faire pareil avec la forêt. Il faut absolument refuser ça et pour ça, il faut s'emparer du sujet. Il faut que les gens, les personnes réagissent. Enfin, nous, l'association dont je suis présidente est très active sur le terrain parce que c'est une demande qui était forte de la part des habitants. C'est une demande maintenant qui devient très importante. Et on fait une réunion publique le 10 novembre à Landiras, au cœur de là où a démarré le feu, avec un scientifique qui est exceptionnel, qui a des connaissances exceptionnelles. Il faut écouter les scientifiques. Il faut arrêter de mettre sous la carpette chaque fois qu'ils disent ou les traiter de tout. Il s'agit d'Alexis Ducousseau. C'est un chercheur en génétique forestière. C'est le découvreur de la forêt de hêtre du Ciron. C'est lui qui a vu qu'il y avait là quelque chose d'exceptionnel et qu'il fallait la préserver. Cette personne-là va faire une conférence sur qu'est-ce que c'est la forêt, qu'est-ce qu'il y avait avant. Il n'y avait pas que le pin, il y avait à l'origine, avant que l'humain intervienne. Il y a plein d'autres espèces qui peuvent vivre et prospérer et qui va dire quels sont les choix qu'il faudrait maintenant mettre en place. Donc je vous convie à faire savoir et à venir nombreux le jeudi 10 novembre dans la salle polyvalente de Landiras. Voilà, merci à vous. Très bien, merci. On relaiera évidemment cette information. Il y avait une question quand même de monsieur sur l'histoire de Pampello dans le Médoc. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Bon, Hervé, tu voulais intervenir, je ne sais pas si c'est sur ça. J'ai pas forcément tous les éléments par rapport à votre question. Donc ce projet-là, c'est le projet de ce qu'on appelle les champs captants. Ça part, parce qu'il faut le resituer dans son contexte général, ça part pour préserver ce qu'on appelle les nappes profondes. Jusqu'à maintenant, on prélevait d'une manière assez importante ce qu'on appelle les nappes profondes. Et ces nappes profondes étaient menacées, donc c'est des nappes qui sont millénaires. Et donc il y avait un risque de diminution trop importante de la ressource, puisque millénaire, ça veut dire que pour qu'elle se reconstitue, il faut 1000 ans. Donc la goutte d'eau arrive jusqu'à la fin, il faut effectivement plus de 1000 ans. Et donc il y a eu ce qu'on appelle un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui a été mis en place pour protéger les nappes profondes, sur lesquelles il y avait X prélèvements au niveau des syndicats des eaux de la Gironde, dont effectivement la métropole.
Donc, pour préserver effectivement les nappes profondes, la métropole a été obligée de réfléchir sur quelles étaient les autres possibilités qu'on pouvait trouver pour pouvoir alimenter en eau la métropole. Alors, en parallèle de ça, vous soulignez un sujet qui est important au niveau de la Gironde, c'est le fait que la Gironde gagne 20 000 habitants par an à l'heure actuelle. Personnellement, j'estime qu'elle est en surchauffe. Je pense qu'à un moment donné, dans toute politique équilibrée, il faut avoir des politiques d'accueil équilibrées, mais à trop vouloir accueillir, à un moment donné, on crée une surchauffe et on crée des déséquilibres. Les déséquilibres sont déjà créés par le problématique de l'accès au logement, puisque Bordeaux est aujourd'hui la 5e, Bordeaux Métropole, aujourd'hui la 5e ville de France en termes de coûts au niveau du mètre carré. Donc les populations moyennes et même les catégories moyennes supérieures n'arrivent plus à se loger sur Bordeaux. Et donc ça crée de la périurbanité, ça crée donc des déplacements de plus en plus importants sur l'ensemble des départements de la Gironde, avec tous les problèmes connexes que vous pouvez connaître. Mais la gestion de la ressource, pour le coup, est une gestion complexe, difficile. Alors, vous connaissez sans aucun doute le sujet. Hein. Il y a eu pour le coup un ensemble d'études qui ont été faites, contre-études, études, etc. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que sur le champ captant, la nappe pourrait baisser jusqu'à maximum 10 cm, si les souvenirs sont bons. Et donc, il y a un observatoire qui doit être créé, qui va être créé au sein du parc naturel régional, pour regarder quel est l'impact sur l'ensemble du massif, considérant que les études qui ont été fournies jusqu'à maintenant amènent au fait qu'il n'y aurait pas un impact significatif au niveau de l'abaissement effectivement de cette nappe. Donc là, tout ce dossier-là, aujourd'hui, il est à suivre, puisque les derniers éléments que j'ai en tête, c'est que le temps que les études se fassent, l'ensemble des enquêtes, etc., on est sur un horizon 2029-2030 aujourd'hui, hein, sur les champs captants du Médoc. La problématique de la nappe, en termes de réalisation définitive. La problématique de la nappe, quand même globale, est une problématique certaine, puisque, par exemple, Mathilde connaît très bien le sujet, mais il y a des syndicats des eaux à l'heure actuelle sur l'entre-deux-mer qui n'ont plus suffisamment d'autorisation de prélèvement sur le sage nappe profonde, et qu'aujourd'hui, ils sont dans une impasse compte tenu des caractéristiques à la fois des sols et des problématiques qui sont posées. Je ne vais pas être trop loin, mais et la dynamique démographique dont j'ai parlé. Et le champ captant du Médoc permettra d'alléger la pression sur les nappes profondes et permettrait à ces syndicats de bénéficier d'une ressource complémentaire. Pour dire un peu la complexité aussi du système. Ça passe au début, c'était 5 millions de prélevés. Maintenant, ils en sont à 10. Oui, alors après, moi, j'ai pas tous les chiffres, effectivement. J'ai pas tous les chiffres par rapport à ça. Le problème, c'est que Bordeaux ne fait aucune économie de ressources. Alors, ça, on est d'accord. C'est bien gentil. Alors là, on passe sur une autre thématique, mais enfin qui est connexe. Hein. De toute façon, tout est connecté, bien entendu. Mais... Voilà. Je voudrais juste terminer sur un point sur le plan législatif. Donc moi, je suis là aussi pour vous faire partager ce que j'ai vécu, mais pour écouter, pour refaire remonter l'ensemble aussi des éléments. Ça me paraît tout à fait pertinent, puisqu'il va falloir vraiment travailler sur ce plan-là. Et puis Loïc Prudhomme est là aussi, et donc c'est un sujet effectivement qu'il faudra partager à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les meilleures conditions. C'est pour ça que ces fameux retours d'expérience, sincèrement, c'est très important. Et je terminerai là, c'est ce que j'ai déjà dit au maire, à l'ensemble de parties prenantes, mais même sur la forêt usagère de la Teste, il faut que vous consigniez par écrit, aujourd'hui, ce que vous avez vécu, l'analyse que vous pouvez en faire et ce que vous proposez. Il faut qu'il y ait des traces écrites, à tout prix. Elles seront utiles à la fois pour toutes les associations, toutes les collectivités, etc., parce qu'il faut de toute manière que ça reste en archive. Et il faut qu'on soit en capacité aussi de les produire au bon moment. Donc, quelle que soit la personne, simple citoyen, etc., j'indique vraiment qu'il faut effectivement passer par l'écrit aujourd'hui, garder des traces et les transmettre. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourras préciser éventuellement où on peut faire remonter tous ces écrits? Je ne sais pas s'il existe des cellules. Et oui, parce que c'est bien d'écrire, mais... Alors, la préfecture est chargée de mettre en place ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle les rétex en langage, les retours d'expérience. Ils ont été décalés, mais ils vont démarrer donc, dans 10 jours, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il faut les adresser à la préfecture et en garder copie, bien évidemment. Merci.
Il y a des personnes là-haut. Il y a des interventions. Vas-y, le temps que j'aille porter le micro. Oui, T'as 30 secondes. J'ai 30 secondes. Pas beaucoup. Sur le côté politique, effectivement, ça va être notre rôle d'essayer de porter un message, et je crois qu'il y a un message assez fort qui a été donné dans toutes les interventions qu'on vient d'entendre. C'est qu'on arrête qu'on fasse en sorte que les grosses entreprises ne soient pas les décideurs des politiques générales à mener sur absolument tous les sujets qui concernent notre vie, et là, pour cette table ronde, la forêt. J'ai beaucoup aimé la mention de la gestion des communs de Strom. Parce que, moi aussi, je suis dans le secteur du numérique, et l'un des communs qu'on sait bien gérer au niveau du numérique, c'est les savoirs avec Wikipédia. Et avant, on savait gérer beaucoup de ressources en commun. Et effectivement, l'exemple de la forêt usagère de la Teste est vraiment possède plusieurs réponses vers quoi on pourrait aller demain pour justement gérer toutes les forêts de France, y compris celles des Landes. Faisons confiance à la démocratie, faisons confiance aux citoyens. Et justement, la question, c'est comment on fait pour remonter les informations. Vous pouvez aussi venir voir les groupes politiques locaux, les militants locaux. Moi, je vais vous annoncer que très bientôt, je vais sortir les cahiers de doléances qui ont tourné pendant ma campagne législative. Et lors de cette sortie, je vais inviter tous les camarades qui le souhaitent à organiser des campagnes de collecte de doléances et d'espérances pour récolter tous les témoignages sur tous les sujets précis. Donc, on pourra faire une campagne de doléances concernant la forêt de la Teste. Et comme ça sera une trace écrite, une archive qu'on pourra faire remonter directement aux parlementaires afin qu'ils fassent porter notre voix à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, Daniel de Bassens, les arbres sont nos meilleurs alliés contre le réchauffement climatique. Alors, est-ce qu'on a chiffré la perte que l'on a de la destruction de toute la forêt, de toutes les forêts en Gironde au niveau du réchauffement climatique? Et ensuite, quels arbres il faudrait planter pour que ce réchauffement climatique puisse être amoindri par un nouveau type d'arbre qu'on pourrait implanter sur cette forêt? Des arbres magiques, alors. On va prendre une autre question, puisqu'il y avait, voilà, c'est ça, et puis après, je laisserai les invités répondre. Jean-Marc, habitant du bassin. En fait, c'est juste une observation sur l'évolution de la discussion. On était parti sur les incendies, et on voit ici qu'il y a la gestion de la forêt dans le long terme répond aussi à la question des incendies, quand on voit qu'une forêt est gérée sur la façon dont elle peut repartir ou pas. Donc il y a des gestions qui sont liées à des actions individuelles de par des propriétaires qui font des choix expérimentaux. Il faudrait peut-être il y a un exemple aussi qui est ancestral de la forêt usagère sur lequel il est important de pouvoir s'appuyer, et je crois que il me semble que la France insoumise a tout intérêt à se saisir à bras le corps de cette question-là, car on voit que la gestion des communs du SAGE, les eaux, les forêts, ce sont des communs qui rentrent pleinement dans la logique de l'avenir en commun. Et l'exemple de la forêt usagère montre que cette gestion des communs, histoire ancestrale de plusieurs siècles, sur lesquels on peut s'appuyer. On sent aussi, pour être habité à côté de cette forêt, dont je connais très mal le fonctionnement, je l'ai découvert grâce à Jean-Marc. Il y a toute une histoire, et inconsciemment, les habitants du bassin peuvent être très mobilisables sur ces questions-là, à juste titre, car tout le monde sent qu'il y a quelque chose de très puissant et très profond dans la forêt, et de la défendre, c'est nous défendre nous-mêmes et notre avenir. C'est mieux lutter contre le réchauffement climatique, mieux arriver à empêcher un peu tous les drames qui manquent pas de nous arriver sur le coin du museau. Et j'ai pu constater que les manifestations effectivement sur le bassin, qui se mobilisent très rarement, là le peuple peut bien bouger. Il y a quelque chose de très puissant, et moi je suis très heureux que la France insoumise ait posé ce débat aujourd'hui, et je crois que s'appuyer sur les fondements de notre histoire locale et l'étendre en la modernisant aujourd'hui, quel que soit le terme, c'est quelque chose de très porteur, je crois.
Merci. En effet, de toute façon, c'est vrai que ça rentre tout à fait dans le projet politique de la France insoumise, de dire est-ce qu'on privilégie soit la vie, soit des exploitations industrielles. Mais je pense que la question se pose même pas. Je vais laisser Jacques Azera essayer de répondre sur l'arbre magique. Juste, je voulais, je ne sais pas si vous avez entendu parler du reportage de l'association Canopée sur la forêt jardinée de Louvet, dans le canton de Neuchâtel en Suisse. De Couvet, pardon. Voilà. Donc, vous en avez entendu parler. Voilà. Je trouvais que c'était un très joli exemple de biodiversité. Juste une petite parenthèse rapide à propos de cette forêt de Couvet. Il se trouve que le hasard a fait que elle a participé au déclic personnel qui m'a fait changer de sylviculture. C'était en 2004. J'étais en visite dans cette forêt à l'occasion d'une assemblée générale de ProSilva, justement, qui était à Pontarlier. De Pontarlier, on est allé en visite à Couvet, donc on a traversé la frontière. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait absolument... que ce type de forêt pouvait être un modèle pour moi de ce que je souhaitais faire comme forêt dans les Landes. Alors, dans les Landes, ça veut dire des contraintes qui sont quand même très sévères et que, évidemment, c'était impossible de reproduire exactement la même forêt, mais elle a été une inspiratrice, cette forêt de Couvet. Donc, à partir de cette visite, moi, j'ai échafaudé plein de trucs et en même temps, j'ai fait des formations pour acquérir un BTS parce qu'à l'origine, je suis autodidacte. Donc, je suis monté en compétences comme ça progressivement en milieu de carrière ou en fin de carrière, disons. Et donc, adapter ce qui se fait à Couvet, qui est un modèle extraordinaire de futaies irrégulières, gérées de façon extrêmement précise depuis plus d'un siècle, avec des résultats formidables, que ce soit au plan économique et écologique. Voilà, c'est ce que je me suis donné comme défi. Mais dans un pays, donc la Gironde, qui a des contraintes extrêmement fortes en termes de climat, parce qu'on a beau venir en vacances sur le bassin d'Arcachon et trouver qu'il fait beau, pour les arbres, c'est vraiment très contraignant. L'hiver, ils sont dans la flotte. L'été, il n'y a rien à boire. Ils n'ont rien à bouffer parce que c'est des sables qui sont filtrants, où il n'y a rien comme nutriments dans la terre. Donc, il faut qu'ils se démerdent avec ça. Et on a un arbre magique. C'est le pin maritime. C'est vraiment l'arbre magique. Je rigole pas. Il est extraordinairement bien adapté à toutes ces contraintes. J'ai parlé des contraintes de temps, de climat et de sol, mais il y a aussi la contrainte des Landais eux-mêmes qui inflige beaucoup de blessures et de mauvais traitements à cet arbre magique. Et ben, le pin maritime, il est capable d'encaisser tout ça et c'est formidable. Le problème, c'est que il n'est pas éternel, il a comme je disais tout à l'heure, il y a des menaces qui pèsent sur sa tête, le nématode, entre autres, mais ça peut être les incendies, ça peut être d'autres choses, les scolites qui ont été évoqués, bon. Mais quand je dis que le pin maritime est notre arbre du passé, mais aussi notre arbre d'avenir, je ne dis pas qu'il faut qu'il soit seul. Il ne faut pas des peuplements purs. Enfin, dans certains cas, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a entre 20 et 50% des terrains, des stations régionales qui, à mon avis, sont capables d'accueillir une diversité. Alors, on peut faire des forêts basées sur le pin maritime, mais en accompagnement, avoir des chênes pédonculés, des chênes tausins, des trembles, des bouleaux, des acacias, etc. Une diversité qui permettra d'améliorer énormément les forêts sur différents aspects, notamment sanitaires, production, qualité, rémunération aussi, etc.
En fait, on peut avoir, avec une sylviculture intelligente et adaptée au cas par cas, on peut avoir une amélioration phénoménale des résultats sous divers angles, notamment économiques et écologiques. Merci pour cette réponse. Moi, j'avais lu aussi qu'il y avait beaucoup d'élevage avant dans la forêt des Landes, avec des animaux, beaucoup de moutons, qui apportaient aussi des nutriments au sol. Je ne sais pas si ça peut être aussi une solution. Je vais laisser une autre question et puis... Bonjour. J'ai écouté chacun de vous, mais il y a une chose qui ressort tout le temps, à part le feu, la catastrophe, etc., c'est l'eau. On est une région où il tombe beaucoup d'eau, en fait. Et ma question est, on se plaint de cette eau qu'on n'a pas au sol, mais il y en a beaucoup qui arrivent d'en haut. Est-ce qu'on n'a pas oublié de réfléchir à cette question-là? Comment on pourrait obtenir cette eau qui est gratuite, abondante? Et comment l'utiliser actuellement? Certaines forêts l'utilisent très bien. Elles n'ont pas besoin de nous pour ça. Elles savent la garder, elles savent la diffuser. Les arbres sont là pour ça. Donc voilà, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette eau qui nous est donnée en abondance dans notre région? Oui, effectivement, on reçoit des quantités d'eau qui seraient en principe suffisantes. Le problème, c'est qu'elle arrive en hiver à une période où les arbres n'en ont pas besoin. Mais à nous de faire en sorte de conserver cette eau d'hiver pour que les arbres en saison de végétation puissent en profiter. Alors, ça peut prendre diverses formes. Une forme à laquelle je pense comme ça, c'est de préserver les sols. Parce que si on fait en sorte que les sols soient dans une évolution naturelle, spontanée, ils vont se charger en matière organique, ils vont se charger en nutriments, etc. Et la matière organique, justement, retient, je crois, 50 fois son poids en eau. Vous voyez ? Donc, si on passe son temps à labourer le sol, la matière organique fout le camp, il y a le carbone qui fout le camp dans l'air, l'azote qui percole, on perd tout. Et quand l'été arrive, ce sol, c'est plus que du sable et l'eau dans le sable, elle fout le camp. Donc il faut au contraire arrêter de trafiquer les sols. Une deuxième piste, ça peut être aussi de repenser le réseau d'assainissement. On a créé énormément de fossés. Ça a permis d'assainir l'ensemble du pays par rapport à l'état marécageux antérieur, comme le disait monsieur. Donc, ce réseau d'assainissement qui est colossal sur 1 million d'hectares, il a joué son rôle, mais aujourd'hui, il le joue sans doute trop bien. Et est-ce qu'on ne pourrait pas justement installer des seuils dans ces fossés pour conserver une partie de l'eau l'hiver, vous voyez, pour pouvoir avoir une action sur la hauteur de la nappe. C'est une question. Moi, c'est pas mon domaine, hein, mais je pense qu'il y aurait peut-être une réflexion à mener sur ce sujet-là. Je vais vous demander d'être assez bref parce qu'on a déjà un petit peu dépassé, on avait démarré en retard, mais il va falloir qu'on conclue quand même. Merci. Alors, votre question, c'est un enjeu qui est majeur. Alors effectivement, sur la Gironde, globalement, on est sur des pluviométries de 800 mm à 900 à peu près. Mais malheureusement, les cycles maintenant sont de plus en plus brutaux. Et ça, c'est aussi le cycle du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a des abats d'eau qui sont de plus en plus importants et des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus importantes. Donc, les sols sont aussi en souffrance parce que pour qu'un sol puisse absorber dans les meilleures conditions, il faut aussi qu'il conserve un certain taux d'humidité. Plus le taux d'humidité est fort et plus l'eau pénètre, en fait, assez curieusement, jusqu'à un certain point. Après, Jacques est aussi bien au courant de ça. Vous allez voir qu'on va avoir aussi des problèmes, notamment pour l'hiver prochain, si jamais il y a une pluviométrie importante. Pourquoi? Parce que, Jacques, un pin pompe combien par jour déjà à peu près? 100 litres. Un arbre adulte, ça peut aller autour de 100-300 litres. 100-300 litres. Donc, pourquoi les pins ont été plantés à un moment donné? Vous l'avez compris, c'est parce qu'il y avait des zones marécageuses, etc. Ça a permis d'assainir. Donc, tous ces pins qui vont être coupés, il y a un risque majeur de remontée des nappes de surface. Or, dans certains endroits, on a déjà eu, sur des abats d'eau très importants, des remontées de nappes de surface qui ont inondé
des hameaux, des communes, etc. Donc il y a un risque majeur sur le massif qu'il va falloir suivre de très près, sur la remontée brutale des nappes de surface par rapport à tous les pins qui ont été coupés, et l'érosion aussi des sols, absolument. Et donc ça, il va falloir le suivre de très très près. Et du coup, il va falloir réfléchir comment à l'échelle du bassin, on crée des réseaux de telle manière que ce soit des réseaux intelligents pour permettre la pénétration, la recréation de zones humides qui soient utiles, et qu'on puisse drainer malgré tout d'une manière intelligente les sols quand on aura des pluviométries trop faibles. Donc là, il y a un sacré boulot. C'est de l'eau de surface que vous dites, monsieur, mais c'est ça qui alimente les nappes profondes. On n'a pas besoin d'assécher, on n'a pas besoin de pin qui assèche. Alors attention, pas tout à fait, parce que plus vous avez des précipitations fortes, plutôt qu'elles pénètrent, elles vont lessiver les sols. Elles vont aller dans le chevelu, elles vont aller provoquer des inondations sur les cours d'eau, et elles ne vont pas alimenter les nappes profondes. Si. Non. Et je voudrais intervenir sur deux points qui ont été évoqués tout à l'heure. Le premier, la végétation climatique, c'est-à-dire celle qui s'est installée naturellement avant toute intervention humaine sur l'ensemble du massif landais, c'était pas une monoculture, c'était pas que du pin, c'était il y avait énormément, c'était une chaînée avec du pin et d'autres essences, mais il y avait une diversité, notamment de feuillus et de chênes. Ça, c'était ce qu'on appelle la végétation climatique, celle qui existait naturellement après l'épandage de sable éolien, quand une végétation s'est installée naturellement. C'est très important. Et les études qu'on fait actuellement de palynologie, les études de pollen dans des endroits qui ont été non perturbés le montrent. Ce paysage qu'a immortalisé Félix Arnaudin, donc de grandes landes avec des zones humides, c'est un paysage qui a été créé par les humains. C'est le système agro-pastoral qui s'est mis en place et qui a permis que dans cet endroit relativement pauvre, parce qu'on était quand même sur des zones, c'est vrai que ce sont des sols sableux, des sols pauvres, ça a permis qu'on puisse faire des cultures sans assolement, en faisant pâturer les moutons. C'était pas, on faisait pas pâturer sur des terres qui étaient des terres communales. Et grâce à ces terres, c'est pas la viande qu'on recherchait, c'est le fumier. Et ça permettait de faire des cultures à proximité des maisons, et notamment les céréales. On disait qu'il fallait 100 hectares de libre pâture pour cultiver 1 hectare, pour fumer correctement. Et on pouvait faire comme ça 2 récoltes dans l'année. C'est quand même exceptionnel. Il fallait vraiment cette fumure très importante pour, dans ces sables, arriver à produire une céréale d'hiver et une céréale d'été. Mais ça a créé aussi toutes ces zones, ce côté très humide, effectivement, qui a été constaté. Est-ce que c'est la raison qui a fait qu'on a voulu enrésiner? Il y en avait une autre aussi. C'est-à-dire qu'au milieu du 19e, ces terres communes, on parlait de communs, ces terres communes étaient insupportables, il fallait les privatiser. Et l'obligation qui a été faite à toutes les communes de planter ou de vendre, c'était aussi une façon de s'approprier quelque chose qui était une gestion communale. On en a beaucoup parlé dans la forêt communale, mais la disparition, l'enraisinement a aussi, une des raisons essentielles, c'était la privatisation de ces espaces à gestion collective. C'était une gestion qui avait effectivement entraîné un déboisement important, puisque auparavant il y avait. Mais c'est des données qu'il ne faut pas oublier, c'est des données scientifiques, historiques. Donc n'oublions pas aussi ça, et dans la gestion commune, peut-être qu'il va falloir aussi revenir aussi à cette question d'usage commun, d'une manière à la hauteur des enjeux actuels. Merci beaucoup pour cette intervention. Et puis on va rendre le micro, je suis désolée, ou alors vraiment très 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 bref. Parce que là, il y a d'autres ateliers aussi derrière et il ne faudrait pas on a déjà grignoté un quart d'heure. Vraiment une question très rapide. Moi, je suis président d'une association sur Médoc, et donc on point de vue alimentaire, etc. Mais on plante beaucoup de vergers, nous. Donc je voulais savoir si le verger, on n'en parle pas, des arbres fruitiers, est-ce que c'est une solution aussi dans les forêts pour améliorer la biodiversité? J'ai aucune idée. Alors, je vais vous demander une réponse hyper rapide. Le problème des arbres fruitiers, c'est qu'ils sont assez exigeants et donc il faut des stations qui le permettent. C'est une bonne idée, si vous voulez. Mais dans la lande sèche à bruyère, ça ne va pas marcher, quoi.
la lande d'Acalune où il n'y a rien, il y a du pain et de la calune. Si vous mettez des fruitiers, ils n'iront pas loin. Mais cela dit... Il faut planter de la luzerne. On a mis du kaki, ça marche super. Oui, voilà. Il faut faire ça dans les terrains qui sont propices. Mais nous, on a déjà les arbres. Merci. Vous allez poursuivre la discussion sans aucun problème. On va conclure. Sacha voudrait donner le mot de la conclusion. Non, vous voudriez aussi... Tout le monde veut conclure. Oui. Très bien. Sur la forêt usagère de la Teste, en vente au stand librairie, voilà, donc... que d'autres ouvrages consacrés aux thématiques du jour. Un livret en vente à la librairie, n'hésitez pas à aller voir. Sacha, je te laisse le mot de la fin très rapidement. Merci. Très rapidement, oui, c'est juste un appel général à l'implication, parce que après cette table ronde où on s'est nourri en informations, qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'on n'a pas forcément peint le tableau le plus joyeux. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'on peut s'impliquer toutes et tous dans toutes les associations locales qui, justement, s'intéressent à la forêt. Jacques nous parlait tout à l'heure de la création d'un collectif citoyen. On n'a pas besoin d'être des experts pour s'emparer du sujet. Ça va être pareil pour les sujets de l'eau qui vont devenir un sujet très préoccupant très prochainement. Ça a quand même pas mal teinté nos discussions. Donc, impliquons-nous, parce que si on veut demain construire un monde pour le vivant, pour l'humain, avant qu'il soit construit pour l'argent, ça se fera pas tout seul, il y aura besoin de nous. Et c'est tous ensemble qu'on va y arriver, quoi. On est là. Rejoignez-nous à la France Insoumise, vous avez tout compris. Merci pour la NUPES.